Bonjour. Alors, ce cours, c'est le dernier sur les solutions aqueuses. Il concerne les diagrammes potentiel pH, potentiel PL. Donc, par rapport au cours qu'on a vu hier, il va y avoir beaucoup de similitudes. Au lieu d'avoir un axe de pH, aujourd'hui, on va avoir un axe qu'on appelle PL, en notation simplifiée. L, c'est pour les ligands. Donc, quand on a fait le cours sur les complexes, je vous avais expliqué que si on est du côté où le PL est très grand, c'est comme dans le cas du pH. Si pH est grand, ça veut dire qu'il y a très peu de H+. Donc si PL est grand, le plus grand possible, là on n'est pas forcément gradué de 0 à 14. Donc si le PL est le plus grand possible, ça veut dire qu'il n'y a pas de ligand. Donc ici, pas de ligand, ça veut dire qu'on aurait le métal ou l'ion métallique seul et qui n'est pas complexé avec des ligands. Et au fur et à mesure qu'on va se déplacer sur cet axe et qu'on va reculer, quand on recule, c'est comme pour un axe de pH, le pH diminue si la concentration H+ augmente. Là, c'est la concentration du ligand qui va augmenter. Et donc, au fur et à mesure qu'on va reculer sur cet axe, il va y avoir davantage de ligands. Les ligands, L, c'est une espèce qui va s'accrocher au métal. Donc là, on a une limite ici entre M et ML. Ça veut dire que sur ce point, on aura autant de quantité de matière de M que de ML. Et on a une autre limite derrière. Et là, on va trouver par exemple ML2. Alors le nombre de ligands, au maximum, ça peut aller jusqu'à 6. Donc là, j'en ai représenté que 2 avec un ligand ou 2 ligands, mais on pourrait continuer ici au maximum, aller jusqu'à ML6, et en tout, ça ferait 7 espèces sur l'axe. Donc, en solution aqueuse, s'il y a uniquement des réactions de complexation, par analogie avec les diagrammes potentiels pH, on va avoir des frontières verticales. Donc, sur le diagramme du dessous, vous voyez qu'ici, on a une frontière verticale. Donc ça correspondra à une réaction d'échange de ligands sans oxydoréduction. Et puis, il peut y avoir des échanges d'électrons dans les réactions redox. Donc, pour le plus grand potentiel, c'est la forme oxydée. Et un potentiel plus petit, la forme réduite. L'axe E des potentiels, sur ce dessin, il est vertical. Et vous voyez que la limite, ici, si on fait tourner d'un quart de tour, cette limite, elle est horizontale. Donc ici, la limite horizontale, pour E constant, ça correspond à un couple où la forme oxydée est dessus et la forme réduite en dessous. Alors ces échanges de ligands et d'électrons, ils ne sont pas indépendants. Des fois, il peut y avoir à la fois échange de ligands et aussi d'électrons. Donc si on n'a qu'un échange redox frontière horizontale, ici, si on a uniquement un échange de ligands frontière verticale, comme ici, et s'il y a en même temps un échange d'électrons et aussi de ligands, c'est comme pour les potentiels pH, on va avoir des frontières obliques. Donc ici, on en visualise 3. Ces frontières qui montent ou qui descendent, c'est quand vous avez à la fois des échanges de ligands, qu'on appelle L, et puis d'électrons. Alors, exemple, le diagramme potentiel PCN de l'or. Donc le ligand, vous voyez, on va le symboliser ici par Cn. Alors, ce n'est pas une molécule Cn, c'est un ion. Cn, c'est l'ion cyanure. Donc, la charge, on l'oublie. On ne dit pas PCN-, on dit uniquement PCN. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez PCN, c'est moins log de Cn-. Par analogie avec pH égale à moins log H+. Donc, si on est pour la plus grande valeur PCN, ça veut dire qu'il y a très peu de Cn-. Et si vous avez la valeur la plus faible, à peu près vers 2, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Cn-. Donc, toutes les espèces qui vont être utiles, il y a 4 domaines. 1, 2, 3 et 4.
Et les 4 espèces correspondantes, elles sont écrites là, dans le désordre. Donc, il va falloir les replacer sur le dessin. Donc, les informations qu'on vous donne, c'est que l'or AU donne des cations, AU+, AU3+. Et ces cations, ils peuvent former des complexes avec les ions Cn-. Donc, l'ion AU+, s'il a fixé 2 cyanures, les 2 Cn-, 2 charges moins, alors qu'il y avait une charge plus, en tout, ça vous fait une seule charge moins. Donc, je vous rappelle que la notation des complexes, on écrit entre crochets avec la charge à l'extérieur. Ce n'est pas une concentration, c'est une notation. Et l'ion AU3+, il a 3 charges plus. Il peut fixer 4 cyanures, 4 Cn-. Donc là aussi, on a 3 charges plus et 4 charges moins. Globalement, ça fait une seule charge moins. Donc ensuite, l'énoncé doit toujours vous dire les espèces qui interviennent. Donc vous voyez qu'on a parlé juste avant de AU+, et pourtant AU+, n'apparaît pas sur le dessin, puisque là on vous dit qu'il y a AU solide, AU3+, le complexe avec 2 CN ou le complexe avec 4 CN. Donc ensuite, une chose importante à retenir, c'est que les diagrammes, ils sont donnés pour une concentration donnée. Les exemples que j'avais utilisés hier, on avait toujours une concentration de 1 mol par litre. Donc là, pour corser un petit peu l'affaire, j'ai mis une valeur différente de 1 mol par litre. Comme ça, log C, ça ne fera pas 0, ça va rester. Et ensuite, on vous donne une constante de formation globale d'un complexe, celui avec 4 cyanures. Donc on vous dit que log bêta 4, la notation bêta, c'est la constante de réaction de formation du complexe avec 4 Cn-, celui-là. Donc ça, c'est une donnée de l'énoncé. Alors premièrement, il va falloir placer les 4 espèces qui sont ici sur ce diagramme. Alors, la première chose à faire, c'est classer par degré d'oxydation. Verticalement, c'est l'axe de potentiel. La forme la plus oxydée tout en haut, la forme la plus réduite tout en bas. Donc, on commence par regarder les degrés d'oxydation. Donc, vous avez une espèce au degré 0. Le degré 0, ce sera le plus bas possible. Degré 0, c'est l'atome d'or. Je dis l'atome, mais en fait, il va être, en tant que métal, il y a énormément d'atomes. Ensuite, vous avez AU+, qui est au degré 1. Et AU+, comme il n'intervient pas directement, eh bien, il y a uniquement celui-là. Non, je me suis trompée d'élément. Celui-là, c'est celui de AU+, qui est au degré 1. Et ensuite, au degré 3, il n'existe pas AU2+, il existe directement AU3+. Donc, au degré 3, vous avez AU3+, et puis AuCN4-. Et ces deux espèces qui sont au degré 3, il va falloir les placer l'une par rapport à l'autre. Alors, comment j'avais fait hier quand je devais placer des espèces qui étaient au même degré d'oxydation? J'avais regardé lequel était l'acide et lequel était la base, parce que c'était un axe de pH, et donc on s'intéressait à l'échange de H+. Là, aujourd'hui, c'est un échange de ligands Cn-. Donc, il faut se rappeler, quand le PCN est grand, par analogie à ce que j'ai dit en introduction, quand le PCN est grand, ça veut dire qu'il y a très peu de ligands. Donc, vous avez le métal tout seul. Et plus vous reculez sur l'axe, plus vous augmentez le nombre de ligands possible. Donc là, quand j'ai placé mes deux espèces, vous voyez que je ne les ai pas placées dans le bon sens. AU3+, il va prédominer quand il n'y a pas de Cn-. Et puis,
s'il y a des CN- en présence, il va y avoir la formation de ce complexe-là, directement avec 4 CN- accrochés. Donc, on n'a pas pris l'exemple où il y avait un ligand ML, puis ML2, ML3, ML4. On va considérer uniquement ces 2 espèces. Avec β4, la constante de réaction où on forme, à partir de AU3+, et 4CN-, on forme ce complexe-là. Donc, la réaction de formation, elle est écrite ici. Et cette réaction, elle a une constante globale β4. On vous dit que log β4 égale 56. Donc, ça veut dire que β4, c'est 10 puissance 56. C'est une valeur très grande. Et donc, on considérera que la réaction est totale. Donc, maintenant que j'ai trouvé sur ce diagramme les positions respectives, je sais que j'ai une frontière verticale entre des espèces de même degré d'oxydation ici et qui ont un nombre de ligands différent. Et je sais que j'ai une frontière horizontale ici entre 2 espèces qui sont uniquement d'oxydoréduction, qui échangent des électrons et qui n'échangent pas de ligands. Donc là, vous voyez que quand on considère AU et AU3+, on a uniquement un échange d'électrons pour passer de l'une à l'autre. On n'a pas d'échange de ligands. Donc la frontière horizontale, ici, elle va être entre les espèces AU et AU3+. Donc vous voyez que la seule espèce qui possède à la fois une frontière horizontale et en même temps une frontière verticale, c'est AU3+. Donc AU3+, c'est la forme qui est là. Après, il existe aussi une frontière oblique. Ça veut dire que AU3+ va échanger avec celui-là et il aura une frontière oblique. Donc à partir de là, une fois qu'on a fait cette petite étude, soit par degré d'oxydation, soit par nombre de ligands accrochés, vous voyez que c'est très facile de replacer les espèces. AU3+ a une frontière horizontale avec AU. Donc AU, c'est la zone du bas, tout ça. AU3+ a une frontière verticale avec AUCN4. Donc c'est celui-là qui reste à sa place. Et le dernier, ben, il se trouve dans la zone qui reste. Donc ça, c'est un exemple typique où on vous fait placer les espèces sur le diagramme à partir des données de l'énoncé. Donc c'est à vous de prendre l'initiative de chercher les degrés d'oxydation pour les placer verticalement. Puis, ça c'est un peu plus difficile, mais il suffit de faire l'analogie avec l'axe pH en se rappelant que H+, c'est comme le ligand. Vous les placez ici sur l'axe horizontal et après, il suffit de les remettre sur le dessin. Donc là, vous voyez qu'on a un pointillé sur le graphique qui vous dit que la limite, ici, la limite entre le métal et la forme complexe, elle est à PCN égale 14. Donc en fait, on va vérifier cette valeur-là. Donc pour vérifier cette valeur-là, on écrit l'expression de β4, puisque je m'intéresse à la limite entre AU3+, et puis AUCN4. Donc j'écris la réaction où les 2 espèces sont concernées. Dans ce sens direct, c'est la réaction de formation du complexe. Donc ça correspond à la constante β4, 10 puissance 56. C'est le produit divisé par les réactifs. Les réactifs, je vous rappelle que dans l'équation bilan, il y a un plus, mais là, il faut tous les multiplier. Et du coup, Cn-, il va être en puissance 4, puisqu'il y en avait 4 ici. Donc, c'est AU3+, fois Cn, fois Cn, fois Cn, fois Cn. Donc, ça fait fois Cn puissance 4.
Alors, si on est à cette limite verticale, on appelle ça une limite de prédominance, c'est qu'on a la même concentration pour les deux espèces qui sont concernées, la même concentration pour AU3+, que pour AuCN4. Donc, si vous regardez comment c'est écrit, AuCN4-, sa concentration, elle est en haut, et AU3+, la concentration, elle est en bas. Donc, si je me place sur la limite de prédominance, on va avoir égalité des concentrations entre AU3+ et l'autre, les deux espèces qui sont l'une sur l'autre. Du coup, ça va se simplifier. Et il va vous rester uniquement 1 sur Cn- puissance 4, puisque ces deux termes, celui-là et celui-là, ils se simplifient, puisque sur cette limite, on a la même concentration. Donc là, le but, c'est de montrer que PCN égale 14 sur cette limite. Donc, 1 sur Cn- puissance 4, c'est 10 puissance 56. Donc, il suffit de faire l'inverse. L'inverse de ce côté, ça va faire Cn- puissance 4. Et l'inverse de 10 puissance 56, ça fait 10 puissance moins 56. Il y a uniquement le moins qui a changé de place, puisque là, c'était Cn- puissance moins 4. Donc là, c'est des maths simples. Donc, pour avoir Cn- tout seul, eh bien, il faut prendre la racine carrée et encore une fois, la racine quatrième. Et quand on prend la racine carrée deux fois, la racine quatrième, ça revient à diviser l'exposant par 4. Là, le 4. Donc, 56 sur 4, petit calcul mental, ça fait 14. Donc, Cn-, c'est 10 puissance moins 14. PCN, c'est moins log de la concentration Cn-. Et moins log, j'arrive à le choper, moins log, c'est la fonction réciproque de 10 puissance moins. Donc, en fait, quand vous faites moins log de 10 puissance moins 14, il va vous rester uniquement 14. Et c'est bien la valeur qui est indiquée ici. Sur un axe de pH, on se sera arrêté à 14, mais là, sur un axe PCN, on peut avancer. Donc, si je suis ici, ça veut dire que la concentration Cn- égale à 10 puissance moins 14 mol par litre. Ça veut dire qu'en fait, du Cn-, il y en a très, très peu. 10 puissance moins 14 mol par litre, c'est vraiment ridicule comme valeur. Donc, ça veut dire que dès qu'il y aura un ion Cn- qui passe à côté d'AU3+, spontanément, la réaction va se former. Enfin, il va en falloir 4. Mais donc, ce complexe, ça prouve qu'il est très stable, puisque pour avoir la même valeur de concentration avec l'ion isolé, il faut que Cn-, il y en ait 10 puissance moins 14 mol par litre. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une espèce très stable. C'est éprouvé par la valeur de constante de réaction, la formation 10 puissance 56, ça prouve qu'on a un complexe très stable. Donc voilà pour la présentation des diagrammes potentiel PL. Donc on va passer à un exemple qui est sous forme d'exercice. Donc tout en haut, les 4 espèces qui apparaissent, c'est les 4 espèces qu'il va falloir placer sur ce diagramme potentiel PL. Donc vous voyez que cette fois, potentiel PL, le L, c'est NH3. Donc PNH3, c'est moins log concentration NH3. Et là, il n'y a pas de charge. Hein. Ce n'est pas NH3 plus ou moins, c'est NH3 tout seul, l'ammoniac. Donc, présentation de l'exercice. On vous dit que le cuivre, Cu solide, donne des cations, Cu+, Cu2+. Donc, vous voyez qu'il y en a deux, comme tout à l'heure pour l'or, mais ce n'est pas les mêmes charges. Ça forme des complexes avec NH3. Donc, il y en a un avec Cu+. Cu+, il y a une seule charge plus. Il fixe des molécules NH3 qui sont neutres. Donc, ça vous laisse la charge plus qui reste, puisqu'NH3 n'a pas de charge.
et l'ion Cu de plus, il va former un complexe avec 4 NH3 ici. Et on a globalement une charge de plus. La charge ne change pas puisque NH3 est neutre. Donc ensuite, on vous dit qu'il y a uniquement ces 4 espèces qui interviennent. Donc vous voyez que Cu+, dont on a parlé juste avant, il intervenait juste pour avoir fait des complexes avec NH3, mais Cu+ tout seul n'interviendra pas. Les données potentielles standards des différents couples. Et ensuite, on vous donne des valeurs de constante de réaction. Cu de plus avec NH3. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, quand on formait l'espèce avec entre l'or et Cn-, vous aviez une constante globale bêta 4 pour la réaction où en une seule étape, on suppose qu'en une seule étape, on avait fixé 4 ligands. Ici, l'exercice il est posé différemment. C'est qu'on vous donne 4 constantes de formation successives. Et les constantes de formation successives, on les note Kf. Kf1, c'est quand on a formé avec un ligand, donc c'est CuNH3 une fois. Kf2, c'est à partir de CuNH3 on forme CuNH3 deux fois, puis 3, puis 4. Et puis les complexes de Cu+ avec NH3, là, cette fois, vous n'avez que 2 valeurs, puisque le complexe qu'on va former, il a uniquement 2 ligands. NH3, 2, et c'est tout. Donc là, cet exercice, il est posé de façon différente que l'autre. Vous allez devoir vous rappeler quelle est la relation entre la constante globale bêta 4 et puis les différentes constantes, ou alors entre la constante bêta 2 et puis les 2 valeurs ici. Donc l'exercice commence. Identifier les domaines des espèces concernées. Donc pour identifier le domaine, les différents domaines, il va falloir regarder les positions respectives des espèces. Donc j'ai remis le petit brouillon ici. Donc si on a uniquement un échange d'électrons, donc c'est un couple redox, on aura une frontière horizontale. Ici, il y en a une. Et si vous avez uniquement des échanges de ligands, mais pas d'échange d'électrons, c'est qu'on est au même degré d'oxydation. Vous aurez ici des frontières verticales. Là, on voit qu'on a une frontière verticale. Alors, ce diagramme, il ressemble un peu à l'autre. Vous voyez que là, on a 2 droites qui ne sont pas parallèles, ici, alors que là, visiblement, elles sont parallèles. Mais l'allure générale, elle ressemble. Ce ne sera pas toujours le cas. C'est un peu par hasard. Donc, on va d'abord commencer par classer les espèces verticalement par rapport à l'axe de potentiel. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. Donc, on regarde les degrés d'oxydation. Vous avez le degré 0. Ça, c'est quand vous avez le cuivre. Ensuite, vous avez le degré 1. Ça correspond à Cu+. Donc là, on les classe verticalement, le moins oxydé en bas et le plus oxydé en haut. Donc degré 1, c'est celui où il y a une charge plus. Cu+ n'apparaît pas, donc il y a uniquement celle-là. Et pour le degré 2, qui se trouve au-dessus, vous avez 2 espèces. Il y a Cu de plus ou bien CuNH3 4 fois. Donc on se rappelle que sur l'axe PNH3, si on est à la plus grande valeur possible, ça veut dire que du NH3, il n'y en a pas. Et si du NH3, il n'y en a pas, et bien forcément, Cu+, il est tout seul. Et plus on va reculer sur cet axe-là, plus la concentration NH3 va augmenter. Et donc, on va avoir ici davantage de NH3. Donc, on va avoir une frontière horizontale entre des espèces uniquement redox,
vous voyez qu'entre Cu et Cu2+, c'est celui-là, entre Cu et Cu2+, on a uniquement des électrons échangés. Donc, on sait que la frontière entre les deux, elle sera horizontale. Ben, c'est simple, elle est là. Donc, on peut déjà placer Cu et Cu2+. Et ensuite, on aura une frontière verticale comme ici, si on a uniquement des échanges de ligands pour un degré d'oxydation fixé. Et le même degré d'oxydation, il n'y a que pour le degré 2 que ça arrive. Donc la frontière verticale, on sait que c'est entre Cu2+ et Cu avec 4 ligands. Donc on sait que cette forme-là, c'est celle avec 4 ligands. On a le même degré d'oxydation Cu2+, donc charge 2, charge 2. Et la petite zone là, la bande ici, c'est celui de Cu+, avec 2 ligands. Mais Cu+, il n'apparaît pas directement. Donc voilà, on a placé les 4 espèces. Là, le raisonnement, c'est toujours le même. Hein. Quels que soient les diagrammes, il faut raisonner d'abord par degré d'oxydation et ensuite par le nombre de ligands accrochés. Donc, pour la plus grande valeur sur l'axe, c'est le métal tout seul. Et plus vous reculez, plus vous avez de ligands accrochés. Là, il se trouve qu'on avait uniquement Ml4 et Ml, et M tout seul plutôt. Donc là, cette espèce, elle n'apparaît pas. Mais s'il y avait eu davantage de formes avec des ligands, on les aurait placées les unes par rapport aux autres. Donc ensuite, deuxième question, on vous demande de trouver l'équation de la frontière horizontale, celle-là. Donc là, c'est très simple, puisque c'est uniquement un échange d'électrons entre Cu et Cu2+, on va passer par la relation de Nernst. Donc, entre Cu et Cu2+, l'équation d'échange d'électrons entre les deux, elle est ici. La forme oxydée, elle est à côté des électrons, la forme réduite, elle est de l'autre côté. Donc là, la relation de Nernst, c'est vraiment la plus simple possible. E égale E0 du couple Cu2+ Cu, c'est cette valeur ici, 0,34. Plus 0,06, on divise par 2 électrons qui sont là. Log de la forme oxydée en haut, Cu2+, c'est une concentration, divisé par l'activité de la forme réduite, comme c'est un solide, on met 1. Donc ce 1 ici, il est facultatif, on n'est pas obligé d'écrire. Et si on se place sur ce dessin, alors il faut chercher la concentration. Elle est ici, 1 mol par litre. Donc il faut toujours chercher où est donnée la concentration. Si la concentration elle est de 1 mol par litre, alors on va supposer qu'ici on met 1 mol par litre. Donc la concentration, ça fait 1, et log de 1, comme d'habitude, ça fait 0. Donc, cette limite horizontale, ici, elle va être égale à 0,34 volts. On peut vérifier qu'on est à peu près entre 0,3 et 0,4, 0,35. Donc 0,34 volts, c'est tout à fait cohérent. Donc ensuite, on vous demande l'équation de la frontière verticale sous forme PNH3 égale constante, puisque là, si vous avez une frontière verticale, vous voyez que ça va couper pour une valeur donnée. Donc on veut trouver la valeur qui se trouve en dessous. Donc vous voyez que si là je prolonge, on est à peu près entre 3 et 3,5. Il faut trouver à peu près 3,1, 3,2. Donc l'équation de la frontière entre Cu2+ et CuNH3,4. Donc comme d'habitude, on écrit l'équation entre les deux. Cu2+ avec 4 ligands, ça donne le l'ion. La constante de formation globale β4,
c'est la constante de la formation globale avec ici le produit qui va se retrouver en haut. Alors là, j'ai mis une notation simplifiée. Hein. J'ai mis la concentration avec le 2 plus en haut. Ça ressemble à la forme complexe. Si on voulait être rigoureux, il faudrait rajouter un crochet en plus de cette façon-là. Mais vous voyez que ça alourdit l'écriture déjà compliquée. Donc, le deuxième crochet, le plus souvent, on ne l'écrit pas. On a compris qu'il est là. Donc, bêta 4, tout à l'heure, dans l'exercice, vous aviez directement la valeur, parce qu'on vous donnait log bêta 4. Là, on vous donne les constantes successives. Ici, KF1, KF2, KF3, KF4. Donc, on avait vu dans le cours sur les complexes que quand on a des constantes successives, CU2+, avec 1 NH3, puis encore un, encore un, encore un, on avait vu que l'expression bêta, en fait, c'était le produit des constantes de formation qui sont données ici. Donc, comme vous multipliez des 10 puissance, le résultat, ça va être la somme de tous les exposants qui sont indiqués ici. Donc, quand vous faites le calcul, on trouve 10 puissance 12, 59. Donc, on voit que c'est bêta 4, il est un peu plus faible que celui de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 10 puissance 56. Donc là, on a seulement 10 puissance 12, mais bon, les exercices, ils changent en fonction des composés. Donc nous, on veut savoir la valeur de PNH3 quand on est sur la frontière verticale. Donc cette frontière verticale, elle est entre deux formes solubles. Il y a CU2+, et l'autre espèce soluble aussi. Donc si on est à la limite de prédominance, on va avoir des concentrations égales sur les deux espèces-là. Donc vous voyez que cette concentration ici, elle va se simplifier avec la concentration qui est en dessous. Puisque si on est sur la limite de prédominance ici, on a autant d'une forme que de l'autre, donc égalité des concentrations. Donc bêta 4, il va se simplifier. On a barré en fait le terme du dessus et du dessous. Et il va vous rester uniquement 1 sur NH3 puissance 4 égale 12,59. Donc le but, c'est de trouver la concentration de NH3 tout seul. Et après, utiliser la formule PNH3, c'est moins log NH3. Donc, comme tout à l'heure, c'est toujours les mêmes raisonnements dans ces exercices. Je veux NH3, alors que là, j'ai 1 sur NH3. Donc, je vais prendre l'inverse de cette équation. Donc, l'inverse de cette équation, c'est NH3 puissance 4 égale à 10 puissance moins 12. Puis ensuite, comme je veux NH3 tout seul, je prends la racine quatrième. Ça revient à diviser par 4 la puissance. Donc, ça fait 10 puissance moins 3,15. Et PNH3, c'est moins log de cette concentration-là. Le moins log et le 10 puissance moins se neutralisent. Donc, PNH3, c'est directement la valeur qu'on avait ici en valeur absolue de l'exposant, 3,15. Donc, on a bien une valeur qui est comprise entre 3 et 3,5. Donc, je vous remonte le graphique. Ici, cette frontière verticale, on voit qu'elle est à peu près vers 3,2. Donc, ça correspond, 3,15. C'est tout à fait cohérent. Donc, ça, c'est un exercice typique où on vous demande, dans une première étape, de placer les espèces dans les différentes zones et ensuite trouver des équations de frontières, des équations horizontales ou verticales, c'est les plus faciles. Et après, ici, on aurait pu vous demander de trouver les pentes. Donc, par analogie avec ce qu'on avait vu sur le diagramme potentiel pH. Alors, on va faire une application de ce diagramme-là. Pourquoi on a inventé ces diagrammes potentiels PL? C'est tout simplement parce qu'on avait besoin, dans l'industrie,
de trouver de quelle façon le cuivre pouvait réagir avec le ligand NH3. Donc, comme la réaction de formation du cuivre Cu2+, en cette forme-là, la réaction, elle est très stable, elle est favorisée, puisqu'on a 10 puissance 12, c'est très grand devant 10 puissance 3, donc on a une réaction totale. Ça veut dire que si vous formez Cu2+, ça va le transformer en CuNH3 4. Donc, l'intérêt industriel, ça va être ce qu'on appelle l'hydrométallurgie du cuivre. Donc, métallurgie, ça veut dire qu'on va obtenir le métal. Et hydro, c'est grâce à des solutions aqueuses. Donc là, on est dans le chapitre sur les solutions aqueuses, où on va réussir à extraire du cuivre par des solutions aqueuses. Donc, on vous dit que le minerai qui contient du cuivre, il a une teneur très faible en cuivre, 2%, c'est ridicule. Donc, ça veut dire que si on n'a pas un procédé où on a un excellent rendement, les seulement 2% de composés, on va les perdre. Donc, ces composés du cuivre, à chaque fois, vous voyez que c'est sous forme. Ici, le cuivre qui est présent avec du fer Fe2+, ou Fe3+, et des ions sulfure S de moins. Donc là, le cuivre, il est sous forme ionique, Cu2+, mais il est cristallisé. Ou les composés oxydés comme la cuprite, Cu2O. Donc l'oxygène, il est sous forme O2-. Donc ça veut dire que là, le cuivre, il est sous forme Cu+. Cu+, mais il est lié à l'oxygène dans un oxyde solide qui s'appelle la cuprite. Donc ces techniques d'extraction, elles vont être différentes en fonction de l'une ou l'autre des deux espèces, forcément, puisque les réactions ne sont pas les mêmes. Donc, dans les deux cas, à partir de l'exploitation minière, vous avez les cailloux qu'on va broyer. On va les mélanger avec une solution aqueuse, le solvant, de manière à les concentrer, c'est-à-dire à avoir une concentration de Cu2+, le plus important possible. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une lixiviation. Alors ça, c'est un mot compliqué, mais la lixiviation, en fait, c'est pour transformer le cuivre, soit Cu, soit Cu2+, soit Cu+, pour les transformer dans une des deux formes ici, solubles en présence de NH3. Donc le but, ça va être de mettre en présence les minerais de cuivre avec NH3, l'ammoniac, une solution aqueuse très concentrée d'ammoniac. Et donc, comme la réaction de formation, elle est totale, tous les ions Cu+, qui étaient dans le minerai vont être aspirés, si vous voulez, vers le solvant où ils seront liés avec NH3. Et donc, on va réussir à enlever le cuivre de la phase solide dans laquelle il est, et ça va passer en solution aqueuse. Donc ensuite, en fonction des minerais, vous n'avez pas tout à fait les mêmes étapes, mais à l'arrivée, on obtient du cuivre à 99,99%. Ça veut dire qu'il y a 0,01% d'impuretés. Et les impuretés, ça peut être des traces de fer, de soufre ou d'oxygène. Donc, étude d'un procédé industriel. Alors, rassurez-vous, on va faire appel au diagramme potentiel PL qu'on a vu juste avant. Et c'est quand même relativement simple ce qu'on vous demande. Donc, on vous dit qu'on a un minerai à base de cuivre. Il est dissous, donc il passe dans l'eau. On a une pression de 1 bar et une solution concentrée en ammoniac. C'est toujours une solution aqueuse. Tous les exercices que vous faites en solution, c'est solution aqueuse.
Donc, le processus peut se modéliser par deux équations suivantes. Donc, soit on a Cu2+, qui provient des minerais, il va réagir avec NH3 pour former CuNH3 4 2+. Donc ça, on a bien Cu2+, qui va se transformer en une phase ici qu'on a déjà vue. Ou alors, le cuivre au degré d'oxydation 0, c'est-à-dire le cuivre seul, si jamais il y en avait directement, il réagit aussi avec NH3 et avec l'oxygène. On vous dit qu'on a enrichi le milieu avec de l'air, l'oxygène de l'air, et ça vous donne la même forme ionique que précédemment. Donc, tous les minerais, on va leur faire subir quasiment les mêmes transformations, c'est-à-dire qu'on va les mettre en présence d'ammoniac et de l'air, et au final, vous allez obtenir deux fois la même chose. Dans les deux cas, on va obtenir ce composé-là. Alors ça, on va obtenir ce composé-là à condition qu'on soit dans le domaine ici, le domaine où ce complexe, c'est lui qui est majoritaire. Donc, pour être sûr d'obtenir ce composé, il faut travailler sur un point qui a les coordonnées qui correspondent à ce domaine-là, c'est-à-dire un potentiel compris entre 0,1 et 1, ici, et le pH, et le PNH3 compris entre 0 et 3, à peu près, quoi. Il faut être dans ce domaine-là. Si jamais vous êtes dans ce domaine-là, Cu2+, il ne va pas avoir intérêt à se transformer et puis il risque de rester dans la phase solide avec les autres minerais. Donc l'intérêt de passer tout en solution, c'est qu'on est sûr que ça va aspirer Cu2+, et Cu aussi. C'est un peu comme si ça l'aspirait hors du minerai pour le concentrer dans la solution aqueuse. Donc, première question, on vous demande de calculer la valeur du potentiel du couple O2H2O si on est dans certaines conditions. Alors, le potentiel standard de O2H2O, c'est 1,23 volts. On l'avait vu sur le diagramme de l'eau. Donc, il faut écrire d'abord le couple redox qui concerne ces deux espèces-là, O2H2O. Donc, quand vous l'écrivez, vous avez 4H plus 4 électrons. Ensuite, on applique la relation de Nernst. Donc, le potentiel, c'est le potentiel standard, celui qui est donné ici, plus 0,06 sur 4 électrons, ça vient du 4 qui est là, logarithme de la forme oxydée. La forme oxydée, c'est tout ce qui est à côté des électrons. Donc, vous avez l'oxygène qui est gazeux, donc ça va intervenir par la pression partielle d'oxygène, dioxygène. Et ensuite, H+, c'est en solution, donc c'est la concentration. Et ça va être puissance 4, puisqu'il y en a 4. Et on divise par l'activité de la forme réduite. La forme réduite, c'est l'eau, le solvant, ça fait 1. Donc, ça fait 1 au carré, ça fait directement 1. Donc, ce 1, on n'était pas obligé de l'écrire. Donc, si on vous dit qu'on travaille à une pression de 1 bar, on va supposer que la pression d'oxygène, elle est égale à 1 bar. Ça, c'est toujours l'approximation qu'on fait. De toute façon, avec le log, ça changerait très, très peu le résultat, même pas de 2%. Donc, chaque fois que vous avez une pression, en général, on la prend égale à 1 bar. Donc, ce terme PO2, là, ici, il va disparaître puisque c'est 1. Et vous allez avoir uniquement H plus puissance 4. H plus puissance 4, la puissance, ici, va se simplifier avec le 4 qui est là. Et il va vous rester log de H plus, 0,06 log H plus, et ça fait moins 0,06 pH. Donc, le but, c'est de trouver la valeur du potentiel de ce couple-là. Si on est
à pNH3 égale 0, ce qui correspond à un pH égale 11. Donc, si le pH est égal à 11, vous voyez qu'il suffit de faire l'application numérique. On remplace la valeur ici par 11. Donc, E0 moins 0,06 pH, vous remplacez par 11. Et quand vous faites l'application, ça vous fait 0,57 volts. Donc, on a un potentiel 0,57 volts si on est aux coordonnées pNH3 égale 0. Donc, ici, vous voyez qu'on a un point de fonctionnement où on a à la fois un potentiel et une valeur de pNH3. Donc, ce petit dessin O2 là, je vais l'amener sur le diagramme qu'on a vu tout à l'heure, aux coordonnées 0,57 volts si pNH3 égale 0. Et ça me dira à quel point je me situe sur le diagramme. Alors, il faut le temps que j'y arrive. Donc, on a dit 0,57 volts à pNH3 égale 0. Donc, 0,57 volts, on est ici. Là, exactement sous l'oxygène. Donc, le point bleu, là, c'est le point de fonctionnement du système quand on met les minerais en présence d'NH3. Donc, vous voyez que comme l'oxygène, il est ici, le potentiel qui est imposé par le système, il est dans des coordonnées où Cu2+ seul n'est pas stable. Donc, Cu2+, il va se former, il va faire un complexe avec NH3 parce que le complexe, il est dans un domaine où l'oxygène de l'air a imposé le système. Et donc, on est obligé que le cuivre qui est dans le minerai va se transformer sur cette espèce-là. Pas dans la forme ici, puisqu'on n'est pas dans le domaine, c'est le domaine Cu2+ avec 4NH3. Et le cuivre seul, aussi, il est dans un domaine différent, donc lui aussi, il va se transformer en cette forme-là. Donc, le fait d'avoir imposé un pNH3 égale 0 et ce potentiel avec l'oxygène, on va attirer le cuivre solide et l'ion Cu2+, on va l'attirer dans cette zone où il va être uniquement sous cette forme complexée. Et donc soluble, puisque quand vous avez des ions, c'est que vous êtes en solution aqueuse. Donc on va extraire le cuivre du minerai. Donc, question 2, c'est ce que j'ai commencé à faire. En utilisant le diagramme potentiel pNH3 du cuivre, indiquer s'il est possible de procéder à la lixiviation du cuivre. Donc ça, c'est le mot compliqué. C'est-à-dire, plus simplement, de le solubiliser en cette espèce-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est que pNH3 égale 0 correspondait à un potentiel 0,57 volts. C'était bien le domaine de l'espèce attendue. Et donc, comme le dioxygène, il est dans un domaine différent du cuivre, Cu ou Cu2+, du coup, ces deux formes, Cu ou Cu2+, qui sont dans les minerais, ils sont incompatibles avec la position de l'oxygène. Et donc, on va attirer, comme j'ai dit précédemment, ces deux formes de cuivre vers la forme CuNH3,4. Et donc, on va faire les deux transformations pour donner le produit attendu. Donc, à partir de là, une fois qu'on aura cette espèce-là, on va pouvoir séparer cette espèce CuNH3,4 de plus des résidus qu'il peut y avoir. Les résidus, on a dit qu'il pouvait y avoir du fer ou du soufre ou des oxydes. Ça peut être sous forme OH- par exemple. Donc, on va essayer de séparer de manière à avoir le cuivre avec un H3 le plus pur possible. Et ensuite, on va faire une électrolyse. À partir de la solution purifiée, ici, on va faire une électrolyse et on va imposer au milieu qui comprendra uniquement ça avec de l'eau,
on va imposer de venir se placer à un potentiel ici. On peut rester à PnH3 égale 0, peu importe, mais on va imposer d'avoir un potentiel plus bas que moins 0,1 volt. Et donc, on va cette fois attirer les ions CuNH3 4 fois et les déposer sous forme Cu de plus. Les déposer sous forme Cu. Donc, le procédé, il consistait à extraire le cuivre et les ions Cu de plus pour former cette solution concentrée. Et dans une deuxième étape qui n'est pas précisée, mais c'est l'électrolyse, on va imposer, en modifiant le potentiel, toute cette forme-là de repasser sous forme solide. Et vous allez obtenir du cuivre un peu comme il y a dans les câbles électriques. Vous savez que ça fait un solide orangé. Voilà. Donc voilà comme application des diagrammes potentiels PL. Donc il suffit à chaque fois de retrouver les valeurs de potentiel et de PnH3. PnH3, là, on vous l'avait donné. On aurait pu le calculer. Et ensuite, essayez de voir sur le diagramme précédent qu'on vous avait fait faire dans quel domaine on a la forme majoritaire. Donc ici, c'était cette forme-là.